Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Achille Tacius. Ou la contestation. Du genre romanesque. Bibliothèque Koubaba, sélection. http://koubaba.unif-paris1.fr/. Cahier KUBABA. Fêtes et festivités. Rites et célébrations. La campagne antique, espace sauvage, terre domestiquée. La campagne colonisée barbare et civilisée dans l'Antiquité. Monstres et monstruosités. Barbare et civilisé. Comment peut-on être barbare? Histoire de monstres à l'époque moderne et contemporaine. Le banquet à travers les âges de Pharaon à Marco Ferreri. Collection KUBABA. 1. Série Antiquité. Dominique Briquel, Le Forum brûle. Jacques Freux, Histoire politique du Garit. Histoire du Mitanni. Suppiluliuma et la veuve du pharaon. Éric Pirard, L'Aphrodite iranienne. L'éloge masdéen de l'ivresse. L'Aphrodite iranienne. Guerrier d'Iran. Georges Dumézil face aux démons iraniens. La naissance d'Indra. Michel Mazoyer, Télipinou, le dieu du marécage. Bernard Sergent, l'Atlantide et la mythologie grecque. Claude Sterkx, les mutilations des ennemis chez les Celtes pré-chrétiens. Jacques Freux et Michel Mazoyer. Volume 1. En collaboration avec Isabelle Klockfontanille, des origines à la fin de l'Ancien Royaume hittite. Volume 2. Les débuts du Nouvel Empire hittite. Volume 3. L'apogée du Nouvel Empire hittite. Volume 4. Le déclin et la chute du Nouvel Empire hittite. Michel Mazoyer édition, Homère et l'Anatolie. Michel Mazoyer et Olivier Casabonne, édition, mélange en l'honneur du professeur René Lebrun. Volume 1, Anticus Orien. Volume 2, Studia Anatolica et Varia. Sidney H. Aufrère, Thoth Hermès l'Égyptien. De l'infinime grand à l'infinime petit. Richard Alain Jean et Anne-Marie Loirette, La mère, l'enfant et le lait en Égypte ancienne. Daniel Gricourt et Dominique Hollard, Cernenos le Dioscure sauvage. 2. Série éclectique, littérature, essais, pédagogie. Élie Lobermann, Sueurs ocre. René Varenne, Au-delà des mots. Annie TCHERNYCHEV, Une saison russe. France Duhamel, Arobadze, Le petit ton des mers. Patrick Voisin, Il faut reconstruire Carthage. Christian Banakas, Les difficultés de l'anglais. La voix passive. Les paronymes. Paul Miro, Une initiation à la philosophie de Claude Trémontan. Lydie Garot, Louis-Joseph Lebray, précurseur de Vatican II. PREFACE. Spécialiste confirmé du roman grec depuis la soutenance de sa thèse à Limoges il y a quelques années, Valérie Farenton dispense désormais un enseignement universitaire à Arras. Son excellente monographie consacrée à Achille Tacius propose une présentation à la fois claire, pratique, fine et érudite d'une œuvre que l'on a pu à juste titre qualifier de foisonnante. 1. Tous les aspects conventionnels et surtout originaux de Leucippe et Clitophon y sont exposés méthodiquement et analysés avec une exactitude et une précision qui bénéficient d'une connaissance approfondie et bien maîtrisée des traits caractéristiques de ce roman si particulier, ainsi que du support des acquis parfaitement assimilés d'une substantielle bibliographie. L'étude s'ouvre sur une présentation du genre romanesque en Grèce, destinée à faire apprécier ce qui constitue l'intérêt majeur de la structure et du contenu de l'ouvrage, de la conception de l'intrigue et de son déroulement, de l'inspiration et de l'écriture de son auteur. On découvre ensuite, à travers des approches différentes habilement adaptées aux réalités décrites, elles sont d'ordre littéraire, rhétorique, lexical ou anthropologique, tout ce qui contribue à constituer la richesse et l'intérêt de la création artistique d'Achille Tacius. Citons sans prétendre donner une liste complète, les topoi et la manière dont ils sont exploités, les caractères spécifiques de l'énonciation, le goût de la variation, l'importance des ekphrases, la saveur de l'exotisme considéré sous ses différentes formes, la variété des digressions, l'enchaînement des épisodes, la description du monde animal et végétal,
le sens de la nature, la psychologie des personnages, l'action des forces du destin, la suite des péripéties, l'évocation de l'amour, la création des apostrophes. Un univers éloigné des représentations traditionnelles, aucun de ces traits importants n'étant négligé, etc. L'examen rigoureux de très nombreux passages choisis en raison de leur caractère particulièrement significatif permet de saisir progressivement et de l'intérieur le processus d'élaboration romanesque et de découvrir pour les apprécier tous les éléments qui différencient l'inspiration d'Achille Tacius de l'art des autres romanciers grecs. Particulièrement riche en informations et en analyses, l'ouvrage de Valérie Farenton sera utile non seulement à tous les lecteurs qui souhaiteront acquérir une connaissance sûre du genre littéraire et de l'auteur concerné, mais encore, et avec une égale efficacité tant il est bien construit et dense, à tous les spécialistes en quête d'une érudition limpide et féconde de nature à contribuer avec succès à nourrir un commentaire approfondi et varié des principaux passages et des thèmes majeurs des apostrophes. Un ouvrage que ses qualités ont fait inscrire au programme actuel de l'agrégation. Jean-Pierre Levet, professeur à l'Université de Limoges. Introduction. Le genre romanesque dans l'Antiquité et son contexte, la seconde sophistique. Pierre Grimet, dans l'introduction du volume au roman grec et latin qu'il a traduit, propose une mise au point synthétique des diverses problématiques liées à l'avènement du genre romanesque. Nous en retraçons ici les axes principaux. On a longtemps prétendu que c'est la seconde sophistique, mouvement se développant à partir du 1er siècle après J.C., qui a permis l'émergence du roman. Elle aurait opéré une synthèse entre deux genres antérieurs, les récits amoureux de l'élégie alexandrine et les histoires de voyage. C'est en particulier l'idée d'Hérode, premier philologue à s'être intéressé au roman grec à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, cette idée est largement remise en cause. Bien des érudits, à commencer par P. Grimet, ont montré que la littérature grecque offrait bien d'autres sources possibles au roman, l'épopée homérique, la tragédie, les récits de voyage, les récits de combat. Certains schémas ou motifs pourraient aussi avoir été empruntés aux mythes. Les reconnaissances d'enfants, les substitutions d'enfants, les retournements de situation. Enfin, l'écriture historique, telle qu'elle a été pratiquée par Hérodote et Xénophon, semble également avoir fourni des éléments propres à inspirer le roman. Ces romans sont probablement l'œuvre de rhéteurs, sensibles à l'esthétique de l'écriture. L'une des caractéristiques du roman est d'ailleurs la volonté des auteurs de mettre en lumière tout leur art. Art de l'invention, de la composition, de la description, dans les portraits comme dans les paysages ou les œuvres d'art. La manière dont Achille Tacius introduit son récit est assez emblématique. Un narrateur anonyme nous présente Sidone et se met en scène en train d'admirer un ex-voto représentant Europe. Cela donne lieu à une ekphrasis et le narrateur s'étonne de la puissance de l'amour, ce qui provoque une réaction chez un jeune homme qui se trouve à proximité et qui va prendre le relais de la narration pour nous conter ses tribulations. Dès les premières lignes, le ton est donné. La littérature est un art qui répond à une autre forme artistique et qui rivalise avec elle. La plupart des romans présentent un schéma identique et conventionnel. Le roman est marqué par l'existence de topoi. On a affaire à une histoire d'amour, celle d'un jeune couple que la Tuchée va séparer, soumettre à diverses épreuves, avant qu'ils ne se retrouvent et connaissent enfin le repos et le bonheur. Au cours de ces aventures, les jeunes gens rencontrent divers personnages plus ou moins recommandables, comme des pirates, des pilleurs de tombes, des brigands de toutes sortes, mais aussi les personnages des plus hautes sphères de la société. Cependant, les savants reconnaissent aujourd'hui que les romans sont des œuvres d'une grande originalité et parfois, d'une grande érudition, comme en témoignent les digressions zoologiques et géographiques, la construction des romans, plus complexe qu'il y paraît, ainsi que les ekphrases, souvent plus imbriquées dans le corps du récit premier qu'une lecture naïve ne pourrait le faire croire. La seconde sophistique. Que désigne-t-on exactement avec cette expression ? Cette dénomination est celle de Philostrate, auteur du début du IIIe siècle, qui désigne ainsi les nombreux sophistes des 1er et 2e siècles, qui seraient les successeurs des sophistes de l'époque classique, parmi lesquels Protagoras ou Gorgias, pour ne citer que les plus connus. Parmi les représentants de la seconde sophistique, certains noms sont parvenus jusqu'à nous, comme Dion de Prusse ou Aelius Aristide de Smyrne. Ces nouveaux sophistes occupaient dans la cité une position importante et exerçaient des activités politiques et intellectuelles.
Ils ont par exemple joué un rôle important dans l'élaboration de relations entre le pouvoir politique romain et l'autorité culturelle grecque. Par ailleurs, ils professaient et donnaient des performances publiques de leur talent. Parmi les exercices qu'ils pratiquaient se trouvait la déclamation, discours rhétorique, fictivement adressé à un illustre personnage historique. Ces démonstrations se font devant des salles combles. Elles sont l'occasion d'exalter la Grèce classique, l'atticisme, pratique d'une langue figée calquée sur la prose des orateurs et de Démosthène. Ces orateurs ont tellement marqué la période et tellement incarné l'hellénisme, que le terme de seconde sophistique est maintenant utilisé pour désigner toutes les manifestations culturelles grecques de la période impériale. Roman et romancier. Le roman grec est en somme une épopée de décadence qui, pour nous émouvoir, met en œuvre des procédés faciles, exactement ceux que nous voyons aujourd'hui sur l'écran. Opposition de bons et de méchants, de personnages sympathiques et de troisième rôle. Les bandes héroïnes portent partout avec eux leur exceptionnelle et pernicieuse beauté. Ils paraissent et tout aussitôt s'éprennent d'eux des amoureux et des amoureuses qui ont avec même passion plus ou moins d'humanité et de scrupules. Cette définition de G. d'Almeida II invite de nouveau à réfléchir sur l'origine des romans ainsi que sur ses codes, question très importante puisque c'est un genre qui n'a en grec ni nom ni codification canonique, Aristote étant disparu depuis longtemps lorsque les premiers romans ont été écrits. Le roman se caractérise donc par des blancs, des mystères, des questions non résolues. La première inconnue concerne la datation de l'apparition de l'écriture romanesque dans le paysage littéraire antique. Les hypothèses philologiques ont sur ce sujet beaucoup varié, fluctuant au gré des découvertes archéologiques et papyrologiques. Aujourd'hui, en ce qui concerne les romans grecs, un consensus 3 est établi autour d'une chronologie probable, qui fait de Chariton le grand ancêtre. Son œuvre aurait, semble-t-il, été composée aux alentours de la fin du 1er siècle de notre ère ou au tout début du second. Il précède donc Xénophon d'Éphèse et Longus, qui auraient écrit leurs textes dans le courant du 2e siècle, ainsi qu'Achille Tacius et Héliodore. Si l'on s'accorde pour faire d'Achille Tacius un auteur du 3e siècle, quelques doutes subsistent en ce qui concerne Héliodore, dont certains pensent qu'il aurait composé son roman au 4e siècle IV. La seconde inconnue concerne les romanciers eux-mêmes, dont les éléments biographiques sont pour ainsi dire inexistants. Dans le meilleur des cas, ils font une apparition furtive dans leur texte pour le signer comme le fait Chariton au début du roman. Moi, Chariton d'Aphrodisias, secrétaire de l'avocat Athénagora, je vais conter une histoire d'amour qui est arrivée à Syracuse. 5. La troisième inconnue est celle de la matrice de ce nouveau genre littéraire, d'autant plus floue que les romanciers eux-mêmes se montrent avares de commentaires sur leur projet d'écriture. Lorsqu'ils consentent à livrer quelques indices, ils assignent à leur texte un fondement moral. Cette visée est particulièrement sensible dans le prologue de Daphnis et Chloé. C'est une offrande que je dédie à Eros, aux nymphes et à Pan. Mais ce conte sera précieux aussi à toutes sortes de gens. Il guérira le malade, il consolera l'homme en proie au chagrin. Celui qui n'a pas encore connu l'amour y trouvera son initiation. Car nul jamais ne fut ni ne sera qui puisse échapper à l'amour, tant qu'il y aura beauté sur terre et des yeux pour voir. 6. Dans ce court passage, Longus revendique autant sinon plus une dimension morale et religieuse qu'une dimension esthétique, mais c'est cette prétention à une fonction éthique que les commentateurs et les critiques ont longtemps retenue pour la retourner contre les romans. Ce retournement de situation est apparu très tôt, presque en même temps que les romans eux-mêmes, avec tout d'abord la fameuse lettre de l'empereur Julien VII au grand prêtre d'Asie Théodore. Il proscrit pour les prêtres la lecture de fictions qui éveillent les désirs et engendrent des troubles de toutes sortes. Macrobe VIII, qui a aussi réfléchi sur le genre, voyait dans le plaisir du public la seule fin du genre romanesque. Photius, qui reconnaît néanmoins des qualités esthétiques au roman d'Achille Tacius IX, et bien d'autres commentateurs ont porté des jugements semblables, et il a fallu attendre Pidie Huet, suite à la redécouverte des romans grecs au XVIe siècle et à leur publication, pour trouver enfin une définition claire du genre romanesque. C'est ce à quoi il s'emploie dans sa célèbre lettre sur l'origine des romans.
Il s'agit des histoires feintes d'aventures amoureuses, écrites en prose avec art pour le plaisir et L'. Instruction des lecteurs. 10. Pour l'évêque d'Avranches, les Grecs ont porté à un haut degré de perfection formelle l'art romanesque qui existait déjà chez les Orientaux, c'est-à-dire les Égyptiens, les Arabes, les Perses, les Indiens, les Syriens, peuples qui posséderaient plus que les autres le goût de la fiction. Ce sont les Ioniens qui auraient servi de courroie de transmission, en quelque sorte, faisant transiter les romans de l'Orient vers la Grèce. S'il reconnaît bien l'aspect esthétique de l'écriture, il n'oublie pas pour autant le point de vue moral qui demeure prédominant. Après Huette, il faut attendre les analyses de Rode au XIXe siècle pour relancer la réflexion sur le roman. Il le définit comme une fusion de l'élégie alexandrine et des récits de voyage, opérés par la seconde sophistique. Après lui, il a beaucoup été question des origines égyptiennes du roman. De fait, on sait qu'en Égypte ont été écrites de brèves œuvres de fiction, dont certaines ont été conservées. On a aussi essayé d'expliquer l'avènement du roman par des dérivations de genres antérieurs. L'épopée homérique, pour les motifs du voyage et des tempêtes, l'histoire, en particulier la syropédie, l'ethnographie et les récits de voyage, pour le goût de l'exotisme, la poésie alexandrine, pour la veine bucolique, la néa, pour le schéma de l'intrigue du jeune couple qui s'oppose aux projets de leurs parents, les tragédies d'Euripide pour les rebondissements et les situations paradoxales, et bien sûr la rhétorique. On y a même vu un genre d'inspiration religieuse. C'est in fine la prétendue faiblesse esthétique des romans grecs qui leur a valu d'être souvent dédaignés par les philologues et par l'université. Ce faisant, la question des origines des romans n'était pas posée comme il convient, car elle tournait autour de la question, sans entrer dans les textes mêmes. Bien sûr que les romans ont emprunté à tous les genres littéraires que l'on vient de citer, bien sûr que les romanciers ont réutilisé des passages des grandes œuvres du passé, soit en les réécrivant, soit en émaillant leurs textes de citation, mais cette façon d'écrire n'a rien de surprenant. Dans l'Antiquité, on ne cherchait aucunement à faire œuvre originale, mais à rendre hommage aux grands anciens, à s'inscrire dans la païdéia, la culture commune grecque ancestrale. Mais avec le roman, ce qui est nouveau, c'est la visée du texte. Il s'agit de procurer aussi du divertissement, de faire s'évader par la fiction le lecteur ou les auditeurs des textes romanesques. La seconde moitié du XXe siècle a vu un regain d'intérêt pour ces textes en prose et bien des commentateurs ont alors mis en lumière l'important travail d'écriture de ces œuvres qui ne peuvent être réellement appréciées que si l'on accepte de les contextualiser et de les placer au cœur de la vie culturelle de l'époque impériale, en ce temps où les chefs-d'œuvre de la littérature grecque, comme les succès des auteurs latins, fournissaient aux gens de lettres la matière de savants jeux d'écriture fondés sur L', l'imitation et l'allusion. Prenant appui sur la pédéia, cette vaste culture commune, la création littéraire peut se définir comme une mimésis douce, une imitation des grandes œuvres du passé, dans laquelle il ne faut voir rien d'autre qu'un hommage rendu aux auteurs d'autrefois. Dans l'Antiquité, en effet, la qualité d'un texte et le mérite d'un écrivain ne résident pas dans l'originalité mais dans le respect de ce qui a déjà été créé. C'est précisément de ce creuset que sortent les romans, comme en témoigne la récurrence des structures et des thèmes qui y sont développés, beauté extraordinaire des jeunes gens, sentiment amoureux qui naît du premier regard, difficultés rencontrées par le jeune couple d'amants qui doit affronter tempête, naufrage, séparation, pirates, bandits et jaloux de toutes sortes avant d'être à nouveau réunis et de goûter durablement le bonheur. Si le relevé et l'analyse de tous ces échos aux chefs-d'œuvre du passé permettent en partie du moins une meilleure appréhension du contexte qui a permis l'apparition du genre romanesque, la question des origines de ce genre tardif n'est pas pour autant résolue. Pégrimal 13 insiste bien sur la nécessité préalable d'une rencontre entre un créateur et le monde dans tout procès de création. Ainsi, le roman apparaît-il comme un lieu de rencontre et de reconnaissance, à un moment où les conditions de vie individuelles sont bouleversées par le nouvel environnement issu du monde hellénistique. Les individus qui se sentent démunis à un moment où la polis traditionnelle disparaît au profit de plus vastes ensembles au pouvoir centralisé, se tournent volontiers vers leur destin individuel et plus précisément vers leur vie amoureuse. Par ailleurs, l'avènement de l'Empire allant de pair avec un élargissement du cadre géographique, il n'est pas étonnant de voir le destin individuel et les intrigues amoureuses s'inscrire alors dans une rêverie faite de voyages, de séparations,
de dangers surmontés et de retrouvailles scellant un bonheur durable. Toutefois, considérer seulement le roman comme une réponse à des facteurs sociaux et politiques précis serait extrêmement réducteur, car la littérature contient son propre principe créateur. Elle se nourrit elle-même et contient sa propre justification. Les romanciers de l'époque impériale n'avaient sans doute pas réellement conscience d'être... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.